Oui, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs, bonjour. Je voudrais effectivement donc, témoigner au nom de l'ensemble des agriculteurs bio, notamment dans notre réseau, mais au sens le plus large possible, de ce que peut être, puisque c'est l'objet de la journée, la reconquête de l'eau, la préservation des écosystèmes, la synergie qu'on peut créer avec l'emploi et le développement économique sur nos territoires. Et puis le deuxième angle sur lequel je voudrais vous faire observer un certain nombre de remarques, c'est l'objet de la rationalité. Notre réseau aujourd'hui, on s'inscrit clairement dans la pensée, pas dans la croyance. C'est vraiment des choses dans le factuel, dans le concret. Donc, vous êtes d'autant plus factuel que des premières données scientifiques, maintenant officielles, après finalement des années de discussion, de conviction, arrivent pour étayer encore davantage vos dires et montrer que scientifiquement, en effet, les choses peuvent se quantifier, que l'on peut bien mettre le doigt sur quelques évolutions. C'est une petite révolution d'avoir aujourd'hui des données scientifiques qui viennent finalement poser un petit peu plus de débat. Effectivement, il y a un certain nombre de données aujourd'hui qui nous alertent sur l'état de nos eaux dans notre pays. Rappelons, nous sommes sous l'égide du Parlement européen qui nous dit à l'horizon 2015, il y a une DCE, une directive cadre sur l'eau, qui doit nous permettre de faire la reconquête du bon état des eaux de notre pays. D'ailleurs, il y a des choses assez qui nous alertent là-dessus. Pour moi, c'est la deuxième fois l'occasion de témoigner, d'être auditionné au sein des parlements de la République. En effet, au printemps déjà, le CESE nous a auditionné sur l'eau et l'agriculture. Il est sorti à travers le rapport de Florence Denis-Pasqui que l'agriculture biologique et l'agroforesterie peuvent être deux méthodes pour faire la reconquête de la qualité en eau. Donc la science nous dit, mais la société civile, au sens le plus large, nous dit aussi. Alors la science, elle nous dit à travers plusieurs objets. Tout d'abord, rappelons le rapport du Commissariat général du développement durable de l'automne 2010 qui nous dit que les coûts induits par les pollutions agricoles diffuses sont de l'ordre pour la collectivité, pour nous tous concitoyens et contribuables, de l'ordre de 54 milliards d'euros. Ça faut que nous l'entendions. Aujourd'hui, dépolluer 1 kg pour mettre de l'eau potable, dépolluer 1 kg de nitrate, ça coûte 70 euros. Dépolluer 1 kg de pesticides, c'est 60 000 euros en moyenne. On est sous des chiffres qui sont absolument alarmants. Récemment, au mois de juillet de cette année, le 27 ou 23 juillet, peu importe, le même ministère nous dit, à travers une revue chiffres et statistiques, que 93% des cours d'eau de surface de notre pays sont pollués, en augmentation de 2% par rapport au précédent constat. Donc il y a des chiffres qui sont factuels, alarmants. On a aujourd'hui 34 000 forages dans notre pays. Ils s'enferment 4 000 tous les 10 ans, 400 par an. Donc il faut absolument que nous prenions tous ensemble conscience de la nécessité de protéger cette ressource naturelle, rappelons-le, qui est quand même un commun à l'humanité tout à fait essentiel. Alors après ce constat un petit peu amer, en tout cas factuel là encore, il y a pourtant une formidable opportunité dans notre pays, ça s'appelle l'agriculture biologique, qui là encore, comme pour l'emploi, peut permettre la reconquête de la qualité de cette ressource naturelle. Et là, en plus, c'est pas moi qui le dis, ce sont aussi des études scientifiques. L'agence de l'eau, à travers un organe qui s'appelle en son sein le PIRSN, les scientifiques du CNRS, ils ont clairement démontré qu'à partir d'une surface suffisamment importante sur un bassin versant donné, que l'agriculture biologique peut faire la reconquête de la qualité de l'eau. Un peu plus récemment, l'IRCA, anciennement le CMAGREF, organisme agronomique public reconnu, on dit qu'à partir de 20% d'agriculture biologique sur un territoire, là encore, on peut faire la reconquête de la qualité de l'eau. Donc, l'agriculture biologique le permet. Mais elle permet surtout, et c'est la suite de votre question, je le sens venir, comment est-ce que l'agriculture biologique peut être en adéquation avec l'emploi et le développement territorial. Eh bien, je l'ai vécu sur mon territoire. Vous précisez bien. J'y viens. Effectivement, ça nécessite, pour que l'agriculture biologique se mette en œuvre sur un territoire donné, un certain nombre d'éléments. C'est comme dans beaucoup de choses assez polymorphes. En premier lieu, l'orientation des politiques publiques. Ça a été vraiment de Charente, grâce notamment à un programme mené par le Conseil régional en partenariat avec les agences de l'eau, avec les chambres d'agriculture, avec notre réseau FNAB. Le programme Ressources s'est mis en place, qui a
sur des captages de relais notamment, sur 16 bassins versants en région, et aujourd'hui 25 captages, 25 bassins versants, inciter des agriculteurs à faire la conversion de l'agriculture. Alors dans un cadre de co-construction, dans un cadre de partenariat toujours, il n'y a que comme ça, et monsieur le vice-président de l'agriculteur, il n'y a qu'à ces conditions que l'agriculture pourra se développer. Alors nous avons multiples partenaires, les agences de l'eau, les chambres d'agriculture, etc., etc. Mais aussi conditionné par la présence d'un certain nombre d'opérateurs économiques. Vous avez tout à l'heure cité la Corale en matière de grande culture, mais il y a aussi aujourd'hui des coopératives et des négoces agricoles qui sont sur le champ de l'élevage, aussi bien les ruminants que les monogastriques, etc. Nous menons un certain nombre d'actions de structuration des filières pour que l'assurance, la réassurance économique soit bien présente sur notre territoire. Ça, c'est la deuxième condition. Et puis, il y a des conditions qui sont intrinsèques à la pensée des agriculteurs. En premier lieu, une des raisons, et j'ai d'autres compagnons avec moi dans cette salle aujourd'hui, ce qui nous a motivés aussi, c'est les questions qu'on se pose sur notre santé et sur la santé que nous induisons auprès de nos voisins, auprès de nos enfants. Là-dessus encore, un rapport de l'INSERM au mois de juin, mais moi je ne suis pas suffisamment scientifique pour parler de ça. L'INSERM nous a interpellés au printemps à travers 150 études internationales qui ont compilé que oui, les pesticides induisent des pathologies majeures dans notre société. En tout cas, il y a un rapport de cause à effet après 60 ans. Il y a un lien, je l'appelle la prévalence, qui est absolument incontournable, c'est-à-dire que sur les pathologies telles que les maladies neurodégénératives, Parkinson par exemple, sur certains cancers, des lymphomes, des leucémies, cancers de la prostate, et puis, et surtout, je dirais, sur la santé de nos enfants, dans le cadre anténatal, périnatal, il y a des effets tératogènes qui sont produits par ces pesticides. Je pense quand même qu'aujourd'hui, toutes ces choses-là sont absolument incontournables à prendre en compte. Donc ça a été aussi une des questions sur lesquelles, et je suis convaincu que dans de moi, chez mes confrères, c'est une question majeure, comment on préserver leur santé, comment ne pas impacter la santé de leurs concitoyens et de leurs enfants. On sait, nous bien, à Cognac, et que malheureusement, il y a aussi des cas de morbidité et malheureusement des cas de mortalité chez nos viticulteurs, c'est dramatique. Voilà. J'entends votre conviction, plus vous la partagez fort bien, mais il n'empêche que chez vous, dans votre propre région, avec tout cela, vous ne comptez que quoi, 2,8-3% de la SAU aujourd'hui en bio. Alors ça veut bien dire que malgré cette conviction partagée, malgré cette dynamique, vous avez à côté une élue qui est aussi active dans ce domaine-là, ben, ça ne se fait pas comme cela. Mais non, on ne va pas verser 40 ans de système de productivisme basé sur les aspects quantitatifs et uniquement quantitatifs du développement agricole. Alors qu'est-ce qu'il faut pour aller plus loin? Moi j'observe quand même que sur mon territoire, il s'est passé des choses grâce à tout ce que je viens de vous dire en termes de politique publique, de développement économique, de structuration des filières, etc. On a pu passer sur la vallée de la Provence de 0,1% de la SAU à plus de 10%. Donc les choses sont possibles. Alors qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre pour ça économique? Je pense malheureusement que ça prend encore un petit peu de temps et que chacun, il faut qu'on comprenne que c'est une formidable opportunité. Des fois on dit vous êtes des opportunistes. Oui. Et si être entrepreneur, c'est ouvrir les yeux et s'apercevoir que des opportunités économiques sont face à nous, alors oui. Si on compte sur ce qui marche bien chez le voisin, c'est pas forcément un défaut. Rappelons que le marché peut-être du propos que je devrais tenir, mais que le marché, le développement de l'agriculture biologique en France est de plus 8% tous les ans. Jacques Lançon, on va rester sur la thématique de l'eau. Au travers de votre témoignage, vous êtes adjoint au maire chargé de l'environnement, de Lons-le-Saunier. Ça fait longtemps que vous misez, vous également, sur le bio et en particulier au travers d'une réflexion sur l'eau que vous pourriez partager avec votre voisin. Vous êtes en charge de la régie municipale de l'eau, régie communale de l'eau, et dès 1989, vous avez mené une action pour qu'on se préoccupe évidemment et qu'on sensibilise les agriculteurs sur la responsabilité qui était la leur, sur la qualité de l'eau, bien des années après, 24 ans après, cette problématique, vous avez essayé de voir le comment, est-ce qu'elle est aujourd'hui abordée beaucoup plus positivement par les agriculteurs de votre territoire? Oui. Ça,
Forteresse. Mais je peux dire, puisque je suis au Sénat, que je connais très bien mon sénateur, Gérard Valadi, vous devez le connaître, et je regrette beaucoup de ne pas avoir réussi parce que je l'ai remonté en 1975 dans sa ferme, et je n'ai pas réussi à convaincre, on était jeunes, les deux, à convaincre de devenir le promoteur de ces méthodes. C'est vrai que quelque part, la Franche-Comté produit un fromage que j'espère tout le monde connaît et consomme, le comté. Alors, en préalable, une petite anecdote. Pourquoi a-t-on beaucoup moins de culture de maïs, en particulier en silage, sur la Franche-Comté? Eh bien, tout simplement, c'est qu'au moment des intensifications dans les années 70-80, eh bien, on a essayé de faire du comté avec du lait de vache nourrie avec l'ensilage de maïs. Eh bien, non, on n'a pas voulu faire. Les ferments sont donc nous précédés. Ils ont refusé de se transformer en bon comté avec du lait de vache qui était nourri essentiellement avec le produit. Donc, je dis que les ferments sont bien aussi intelligents que nous et nous précèdent dans la réflexion. Alors, je voudrais revenir avec vous en 1989, c'est-à-dire au moment où vous saisissez de cette problématique avec la régie de l'eau communale. Vous avez été très volontariste également parce que vous avez décidé d'indemniser, de proposer une forme d'indemnisation, je crois, aux agriculteurs par rapport à la réduction de leur intrant. Alors, comment ça a été perçu à l'époque? Ensuite, finalement, combien vous avez versé, sans rentrer dans les détails des chiffres, mais est-ce que finalement vous avez versé beaucoup d'indemnisations, c'est-à-dire est-ce que beaucoup d'agriculteurs vous ont suivi dans cette démarche-là, et est-ce qu'aujourd'hui, il y a tangiblement des faits qui prouvent que vous avez raison d'agir ainsi? Écoutez, les résultats sont là pour confirmer que nous avons sans doute raison de coopérer avec des agriculteurs volontaires, mais tous concernés par des périmètres de captage volontaires pour expérimenter des méthodes de réduction des intrants, engrais et phytosanitaires, enfin pour ne pas dire pesticides. En 1989, M. Bélissard, maire de ma commune, président de l'association des maires, a considéré avec nous qu'il y avait une dérive. Dans les années 63, il y avait des traces de nitrate lorsque les captages de la ville ont commencé à fonctionner pour aller pomper dans la nappe phréatique 8 km en aval. Des traces de nitrate. En 1989, on dépassait les 30 mg de moyenne et avec des pics de plus de 40. Donc, quelque part, les maires ont la pleine responsabilité de la qualité de l'eau qui est distribuée. Donc, laisser se dégrader un élément aussi essentiel que l'eau, il y a 83% d'eau dans le vin, mais on en voit un peu plus, eh bien, était impossible. Le maire, donc, maintenant, parce que j'ai quand même une expérience en effet dans toutes ces méthodes agricoles, a considéré qu'il fallait réagir et nous nous sommes rapprochés de la Chambre d'agriculture. Nous avons passé donc des conventions avec les agriculteurs, réduction des intrants, suppression du maïs, interdiction des singes de l'hiver sur les périmètres de captage, donc 220 hectares. Donc c'était extrêmement précurseur par rapport à d'autres réflexions qui ont été ensuite mises en place. Oui, enfin, on ne partait pas d'un inconnu, parce que dans d'autres pays, nous avions déjà des références, Munich par exemple, tout le monde le connaît, mais les agriculteurs ont un petit peu nié, ils disaient, ben oui, peut-être qu'on a une responsabilité, mais non, on n'est pas les seuls pollueurs, les collectivités, les voiries, enfin les équipements, sont aussi responsables de pas mal d'épandage de desservants. Donc on a dit, d'accord, mais en attendant, si on s'indemnise pour moins en mettre dans les 220 hectares, la profession agricole a accepté, donc pendant pas loin de 20 ans, plus de 20 ans, donc des conventions ont été passées avec eux. Le bilan positif, c'est que, alors que nous avions des pics de nitrate avec des pesticides qui suivaient, la trazine, le plus connu, mais il y en avait d'autres aussi, ont été supprimés, les pics. Et on est revenu à un niveau de l'ordre d'un peu plus de 20 à 25 mg de nitrate au litre.
dans les années, fin des années 90. En 2000, nous constatons donc cette amélioration avec les agriculteurs, mais nous disons ce n'est pas suffisant. On peut difficilement revenir peut-être à la qualité initiale avec uniquement 1 mg ou quelques traces de nitrate dans l'eau et l'absence de phytosanitaire, mais on va progresser. Donc, la mairie, qui a aussi en régie sur sa restauration municipale, avait la capacité de réaction rapide avec un pouvoir décisionnaire non délégué. Nous avons dit, on vous offre, vous agriculteurs, si vous évoluez vers des méthodes encore plus protectrices, et évidemment, l'agriculteur biologique avait fait la preuve de sa capacité protectrice, si vous vous orientez vers des productions de bio, donc on vous assure l'écoulement de vos productions. Et la première des productions, c'est le blé. Donc le blé bio. Blé, farine, pain. Donc, nous avons accepté la majoration pour approvisionner la restauration municipale. Et ça a eu un surcoût. Bon, à l'époque, c'était de l'ordre de 20 à 30 000 euros. C'était quand même supportable par le budget du Centre d'action sociale qui gère la restauration municipale. Actuellement, 5 à 7 000 repas jour. Je ne vous pose pas la question du marché public, ça s'appelle l'offre, tout ça. On y reviendra après. Non, si j'ai le temps, on dirait qu'il faut en effet du courage politique. Parce que, en effet, le code des marchés existe, on doit le respecter, mais il y a des moments où on peut le faire évoluer. Et le législateur est là pour faire évoluer les choses. Parce que quand il y a des absurdités, il faut les réduire. Les agriculteurs ont donc accepté, pour certains, de se tourner vers ces méthodes de production. Et finalement, au bout de 5-6 ans, le blé bio sur la restauration municipale ne coûtait pas plus cher que le blé de l'industriel. Pourquoi? Parce que la filière était courte. Parce qu'au moment où les cours des céréales fluctuent, les agriculteurs producteurs ont renvoyé l'ascenseur. Ils ont dit, vous nous avez assuré une majoration de notre prix pendant une période difficile, nous ne suivons pas les fluctuations des cours, nous considérons que le prix est suffisant, il nous va et on le maintient. Bon, depuis, il va un petit peu augmenter, puisqu'on est en 2013, mais dans les années 2008, au moment où les fluctuations importantes, nous avons réussi à lisser. Alors, d'autres filières ont été mises en route, je ne vais pas les détailler parce que je pense que la vie suivante est la filière bœuf bio, donc 100% du bœuf est bio à la restauration municipale de Lons. Maintenant, une grande partie des légumes, mais il a été évoqué tout à l'heure le travail avec la SAFER. Nous avons aussi une convention avec la SAFER, mais nous sommes pas autant satisfaits quand même des résultats parce que les réserves foncières nécessaires pour promouvoir sur les périmètres de captage les pratiques les plus protectrices n'ont pas pu encore être parfaitement atteintes. Alors, nous sommes actuellement donc avec une régression encore des teneurs en nitrate. Nous sommes passés en dessous de la barre des 20 mg de nitrate régulièrement sur l'eau. Et avec une réduction aussi des teneurs en phytosanitaire, une moins grande fréquence. On retrouve bien entendu le glyphosate du groupe 2 de temps en temps, malheureusement, puisqu'il est utilisé de manière systématique, un peu plus loin. Ça montre bien, et on pourrait évidemment aller plus loin dans le questionnement, parce qu'on sent bien que chez vous, il y a une logique de filière très complémentaire, hein, finalement, de logique très complémentaire. On ne va pas tout énumérer, mais ça montre bien que là, il faut, à un moment donné, qu'il y en a aussi très volontariste hein, de la part des collectivités, qu'il faut savoir jouer sur tous les domaines, parfois des temps, comment dire, dans ce qu'il est possible de faire, en faisant très attention à ne pas déborder la ligne au niveau réglementaire, mais parce qu'il faut réellement inciter pour qu'il y ait un vrai changement sur le terrain. C'est ça le fond du témoignage. Maintenant, nous sommes aidés par l'agence de l'eau pour les nouvelles étapes. Nous allons construire une légumerie pour faciliter le stockage d'approvisionnement de la restauration municipale. Et nous livrons maintenant l'hôpital, le service hospitalier, la cuisine centrale de la ville a intégré
d'approvisionnement hospitalier, et le conseil général du département, un vice-président du conseil général, c'est ça, eh bien, aussi s'est associé la cuisine du conseil général, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à la livraison dans les collèges pour accroître les circuits courts et l'approvisionnement bio dans nos écoles primaires, puisque notre restauration municipale fournit bien sûr nos écoles primaires. Et depuis qu'il y a du bio, en particulier le pain, on a eu moins de pain à la poubelle. Donc autant de facteurs et qui viennent s'additionner chacun à leur taille, voilà, et qui compensent l'investissement éventuellement financier que les collectivités mettent au départ et qui sont généralement largement compensés par la satisfaction des parents d'élèves, par la satisfaction, nous avons un chef qui répond à des demandes de plus en plus fortes de personnes qui, en termes de rapport qualité-prix, sont satisfaites. Et vous êtes réélu depuis 1989. On était en régie déjà. Non, je disais réélu. Ah oui. C'est pour ça que je voulais dire. Pour conclure, simplement pour conclure, en effet, il faut du courage politique. Mais en même temps, elle ne développerait pas, à moins qu'on ait à répondre des questions. Il y a un déficit de compétences, de connaissances agronomiques dans le monde agricole, malheureusement. Et c'est parce que, si l'agriculture biologique ne se développe pas tant, c'est parce que les connaissances botaniques, les connaissances agronomiques ne sont pas suffisamment. On a été. C'est pas forcément qui pourrait dire l'inverse. Vous êtes évidemment vers du simplisme avec la facilité des produits de l'agropétrochimie. Et on manque au bénéfice des agriculteurs d'un domaine qui est passionnant pour eux, qui est la réintégration agronomique dans la pratique.